Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Libre. Lors d'une séance législative marquée par des retraits spectaculaires de députés et des altercations verbales, le Parlement a adopté plusieurs lois budgétaires et sociales. Mais le refus du président Nabih Berri d'inscrire à l'ordre du jour la réforme du vote des expatriés a provoqué la colère des blocs d'opposition, notamment les forces libanaises et les Kataïeb, relançant le débat sur la démocratie parlementaire et le fonctionnement institutionnel. Séance tendue au Parlement libanais. À l'ordre du jour, des lois sociales, des crédits pour les enseignants, les juges et un prêt pour l'énergie renouvelable. Mais très vite, la politique reprend le dessus. Lorsque les députés des forces libanaises et des Kataïeb demandent l'ajout à l'ordre du jour d'un projet sur le droit de vote des expatriés, le président du Parlement, Nabih Berri, refuse. La tension monte. Matt Haddadi, ne me menacez pas, lance Berri au député Georges Arkaïs, qui menaçait de faire sauter le quorum. Peu après, les députés des forces libanaises et des Kataïeb quittent l'hémicycle. Le député Sami Jmaïel rappelle que sa formation avait déjà proposé, dès 2018, la suppression des 6 sièges réservés aux expatriés, mais en vain. Nous sommes à un an des élections et il est temps que les expatriés puissent voter pour les 128 députés, pas seulement pour les 6, a-t-il déclaré. Pour d'autres, le départ de l'opposition est un acte politique, mais pas une solution. Le député Hadi Aboul Hosson a affirmé que nous soutenons la réforme, mais pas au prix du blocage institutionnel. Les lois sociales sont une priorité également. Au final, plusieurs textes sont adoptés, des fonds pour les juges, pour l'université libanaise, un prêt avec la Banque mondiale et des exonérations fiscales pour les victimes d'agressions israéliennes. Mais derrière ces lois, le malaise reste entier. À un an des élections, la question du vote des expatriés pourrait bien devenir le prochain terrain d'affrontement majeur sur la scène politique locale. Concernant le désarmement du Hezbollah, le Liban le conditionne à un retrait israélien du territoire. Face à une demande américaine de s'engager formellement au désarmement du Hezbollah, les autorités libanaises préparent une réponse exigeant en retour des garanties, notamment le retrait des troupes israéliennes toujours présentes dans le sud, la fin des violations du cessez-le-feu et la libération des prisonniers. Selon une source officielle contactée par l'agence France-Presse, les plus hautes autorités du pays planchent actuellement sur une réponse à une demande américaine sensible, le désarmement formel du Hezbollah. Cette demande a été transmise le 19 juin par Thomas Barrak, ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, lors de sa visite à Beyrouth. Dans leur réponse en préparation, le président, le Premier ministre et le chef du Parlement réclament en échange le retrait israélien des positions restantes au Liban Sud, la fin des frappes aériennes, la libération des prisonniers et la démarcation de la frontière. Sur le terrain, Israël maintient 5 positions militaires dans des zones frontalières qu'il juge stratégiques. Il accuse Beyrouth de ne pas faire assez pour désarmer la milice pro-iranienne. Le diplomate américain devrait revenir à Beyrouth d'ici la mi-juillet. Dans sa lettre, il appelle également le Liban à contrôler sa frontière avec la Syrie et à lancer des réformes économiques exigées par la communauté internationale. En contrepartie, Israël dit vouloir tourner la page avec 2 de ses plus anciens ennemis, le Liban et la Syrie. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gédéon Saher, a exprimé l'intérêt de son pays pour une normalisation des relations avec la Syrie et le Liban. Une déclaration aussi inattendue que stratégique, formulée dans le cadre des accords d'Abraham, qui vise à étendre le cercle de paix israélien à ses voisins historiquement hostiles. Cependant, Saher a bien souligné que le Golan restera partie intégrante d'Israël dans le cadre de tout accord avec la Syrie. Ni le Liban, toujours officiellement en guerre avec Israël, ni la Syrie, ravagée par 14 ans de conflit, n'ont réagi à cette proposition. Cette déclaration intervient alors que les tensions restent vives au Liban Sud et sur le plateau du Golan. Bilan meurtrier en Iran après 12 jours de guerre avec Israël. Selon l'agence officielle IRNA,
935 personnes, dont 132 femmes et 38 enfants, ont été tuées lors du conflit opposant Israël et l'Iran entre le 13 et le 24 juin. Déclenchée par une campagne aérienne israélienne ciblant les installations nucléaires iraniennes, cette guerre a causé d'importants dégâts humains et matériels. Un cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump est désormais en vigueur. 2 jours de guerre entre Israël et l'Iran ont fait au moins 935 morts côté iranien, selon un premier bilan officiel publié ce lundi par l'agence IRNA. Parmi les victimes figurent 132 femmes et 38 enfants. Des civils, mais aussi des hauts gradés militaires et des scientifiques liés au programme nucléaire iranien. L'offensive israélienne a débuté le 13 juin. Selon Tel Aviv, l'objectif était clair, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Des centaines de cibles ont été visées dans des centres de recherche, des infrastructures militaires et des quartiers résidentiels. Selon des analystes, l'ampleur des frappes israéliennes est inédite. Ce n'était pas une guerre classique, c'était un message stratégique adressé à l'Iran, mais le prix humain est lourd. Téhéran a riposté par des salves de missiles et de drones, faisant 28 morts en Israël selon les autorités israéliennes. Une guerre courte, mais d'une rare intensité. Le 24 juin, un cessez-le-feu a été négocié par le président américain Donald Trump, mettant fin à l'escalade militaire. Mais les tensions restent palpables. Aujourd'hui, l'Iran compte ses morts, près d'1 millier de vies perdues en moins de 2 semaines, un conflit qui a marqué un tournant à la fois géopolitique et humain dans une région toujours sous haute tension. Donald Trump ferme la porte au dialogue avec l'Iran. À peine une semaine après avoir imposé un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, le président américain a affirmé qu'il n'offrait rien à Téhéran et qu'aucun canal de communication n'était ouvert. Des propos qui contrastent avec des signaux iraniens prudents en faveur d'un dialogue, à condition que Washington renonce à toute nouvelle frappe militaire. Alors que le calme revient peu à peu après 12 jours d'affrontement entre l'Iran et Israël, le président américain Donald Trump jette un froid diplomatique. Dans un message publié ce lundi sur son réseau Truth Social, Trump affirme: Je n'offre rien à l'Iran, je ne leur parle même pas, nous avons anéanti leurs installations nucléaires. Une déclaration tranchée, assortie d'une attaque contre Barack Obama, accusé d'avoir versé des milliards à Téhéran dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Côté iranien, la tonalité est plus nuancée. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht Ravanchi, a laissé entendre qu'un dialogue était envisageable à condition que Washington renonce à toute nouvelle agression militaire. Ce dernier a souligné que nous cherchons une réponse claire. Peut-on discuter alors que nous risquons d'être bombardés à nouveau? Les États-Unis doivent clarifier leur position. Dans la nuit du 21 au 22 juin, les États-Unis ont bombardé 3 sites nucléaires en Iran, rejoignant l'offensive lancée par Israël. Vendredi dernier, Trump a averti qu'il frapperait encore si l'Iran enrichissait l'uranium à des niveaux militaires. Avec des lignes rouges posées de part et d'autre, le dialogue paraît lointain. Pour l'heure, Washington campe sur une stratégie de dissuasion tandis que Téhéran pose ses conditions. Le spectre d'un retour à la confrontation militaire reste bien réel. En parallèle, Paris, Berlin et Londres montent au créneau après les menaces contre le chef de l'AIEA. Alors que Raphaël Grossi réclame un accès au site nucléaire iranien ciblé par les frappes israélo-américaines, un climat explosif se profile entre l'Iran et les puissances occidentales. En toile de fond, soupçons sur le programme nucléaire de Téhéran, tensions diplomatiques croissantes et accusations de menaces personnelles contre le patron de l'agence onusienne. Paris, Berlin et Londres condamnent d'une seule voix ce qu'ils qualifient de menaces inacceptables à l'encontre du directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi. Un soutien politique fort alors que l'Iran dément toute implication officielle dans les propos tenus par un média local appelant à son exécution. Au cœur de la discorde, la volonté affichée de Raphaël Grossi de visiter les sites nucléaires iraniens récemment frappés par Israël et les États-Unis. Des frappes spectaculaires menées à la mi-juin officiellement pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Selon Washington, les frappes auraient fortement affaibli les capacités d'enrichissement d'uranium, mais les experts restent prudents.
L'étendue des dégâts, notamment à Fordo, reste difficile à évaluer. Les chefs de la diplomatie européenne, eux, réaffirment leur attachement à l'indépendance de l'AIEA et dénoncent toute tentative d'intimidation. Ils appellent l'Iran à maintenir sa coopération. L'Iran, de son côté, accuse Grossi de partialité et de silence face aux frappes sur son territoire. Une ligne dure incarnée par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. L'insistance de Grossi à visiter les sites n'a pas de sens, écrit-il, dénonçant des intentions malveillantes. La tension est à son comble. Entre menaces, frappes militaires et négociations diplomatiques gelées, l'avenir du programme nucléaire iranien reste plus que jamais incertain. L'Europe suffoque sous des températures historiques. De Lisbonne à Rome, en passant par Madrid et Paris, une vague de chaleur exceptionnelle frappe une grande partie de l'Europe. Record de température, feux de forêt, décès liés aux coups de chaleur. Le continent fait face à une alerte climatique d'une ampleur sans précédent pour un mois de juin. Les autorités multiplient les mesures d'urgence alors que le dérèglement climatique impose sa marque. Le sud de l'Europe est en alerte rouge. Une vague de chaleur exceptionnelle s'est abattue ce week-end sur plusieurs pays, avec des températures records et une absence totale de répit prévue dans les prochains jours. En Espagne, Huelva a frôlé les 46 degrés samedi, un record pour un mois de juin battant celui de Séville, vieux de 60 ans. Le lendemain, le 29 juin, est devenu le plus chaud jamais enregistré à l'échelle nationale depuis au moins 1950. Au Portugal, la température a atteint 46,6 degrés à Moura, au centre du pays, déclenchant de violents incendies. Plus de 160 pompiers luttent toujours contre les flammes près de Castelo Branco. La situation est tout aussi critique en Italie, où 17 villes, dont Rome, Milan et Florence, sont placées en alerte rouge. Une femme âgée est décédée dimanche, asphyxiée par la fumée d'un incendie dans le sud du pays. Dans les différents pays, les syndicats appellent à des mesures urgentes de protection pour les travailleurs exposés. En France, 84 départements sont en vigilance orange. Les 40 degrés pourraient être franchis dans plusieurs régions. Plus de 200 écoles fermeront partiellement ou totalement cette semaine. Les experts parlent d'une vague de chaleur d'une ampleur géographique jamais vue, une conséquence directe selon eux du changement climatique. Ils ajoutent que ces vagues de chaleur arrivent plus tôt, durent plus longtemps et s'étendent désormais à toute l'Europe. C'est le nouveau normal. Du Portugal au Royaume-Uni, l'Europe entière suffoque. Et avec l'été qui ne fait que commencer, les regards se tournent vers les autorités et vers la planète. À MacLeod Ganj, dans le nord de l'Inde, des milliers de bouddhistes célèbrent le 90e anniversaire du Dalai Lama. Entre ferveur spirituelle, enjeux politiques et suspense autour de sa succession, le chef spirituel tibétain en exil se prépare à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Dalai Lama. MacLeod Ganj, dans le nord de l'Inde. Au cœur de l'Himalaya, une ferveur rare réunit des milliers de bouddhistes venus du monde entier. L'occasion, le 90e anniversaire du Dalai Lama. Dans une atmosphère de révérence, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, est assis au milieu de son peuple. Chants rituels, prières, chorales, discours, la communauté célèbre. Qu'il vive encore des siècles, entonnent les moines vêtus de rouge. Né en 1935, reconnu comme la réincarnation de son prédécesseur à l'âge de 2 ans, il a fui la répression chinoise en 1959 pour s'exiler ici, dans les contreforts de l'Inde. Depuis, il incarne à la fois la résistance et le conseil. Mercredi, en point d'ogre des festivités, le Dalai Lama devrait annoncer s'il souhaite ou non poursuivre le cycle des réincarnations et fixer la procédure selon laquelle sera choisi un éventuel 15e Dalai Lama. La question est cruciale car les Tibétains soupçonnent la Chine, dont les troupes ont envahi le Tibet en 1950 pour en faire une province chinoise, de vouloir lui nommer un successeur à sa main. Mon successeur ne sera jamais choisi par la Chine. Il naîtra dans un monde libre, a déjà déclaré le Dalai Lama. En 2011, il avait déjà renoncé à son pouvoir politique, confié depuis à un gouvernement en exil élu par la diaspora, mais son autorité morale est restée intacte. À 90 ans, le Dalai Lama reste le point d'ancrage d'un peuple sans État, mais jamais sans espoir. Et si cette semaine est une célébration, elle est aussi peut-être le début d'une transmission.
C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.